Notre organisation, je pense cette année, on va faire à peu près, je te dirais, entre 5,7 et 6,3 millions de chiffres d'affaires. On faisait moins de revenus considérablement l'année dernière et on avait peut-être 20% plus de chances. De mon côté, à moi, si je le regarde en rétrospective, ça va probablement nous coûter 300-400 000 de tokens puis de licences IA cette année. Mais si je le regarde en quantité de coûts humains que ça nous aurait coûté pour avoir la même sortie, c'est peut-être l'équivalent de 10-15 personnes. Donc, 300-400 000 a de l'air énorme, mais si on le met en salaire de gens, ça devient pratiquement une aubaine. C'est ce qui est requis pour amplifier nos humains au final. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode de discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé. Comme chaque semaine, et j'ai une petite confidence à faire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais ce podcast, à chaque semaine, entre Jonathan et moi, c'est également le temps qu'on a, lui et moi, ensemble, de faire un petit suivi sur nos entreprises, savoir comment va le quotidien chez OpenMind, comment va le quotidien chez J7 également, comment vont nos vies en général. Et bien entendu, rapidement, on commence à parler affaires, on parle IA. On discute ensemble de qu'est-ce qui se déroule dans nos deux entreprises. Et en discutant hors d'onde, on s'est dit pourquoi pas faire un podcast aujourd'hui qui explique essentiellement qu'est-ce qui est en train de se dérouler chez OpenMind, qu'est-ce qui est en train de se dérouler chez J7 Média au niveau de l'IA. Peut-être fera-t-on un tour des nouvelles également. Mais avant toute chose, comment ça va, Jonathan, aujourd'hui? Pleine forme, Antoine. De retour de 2 journées de férié qu'on a collées sur un week-end ici, Québec, Canada. Donc, en pleine forme, on s'est reposé et... le problème, quand on se repose en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on a plein d'idées qui nous viennent en tête. Donc là, je reviens avec un bon backlog à exécuter, puis très motivé. Mais dans le meilleur des mondes, tu peux laisser tes agents travailler pendant que tu pars en vacances et eux vont pouvoir mettre en place tes différentes idées parce que ça pourrait être une bonne porte d'ouverture pour notre podcast du jour, Jonathan, de se dire... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'en parlais avec un collègue récemment, ou plutôt quelqu'un que tu connais très bien, que je ne dirais pas son nom sur le podcast parce que je pense qu'il veut garder ça confidentiel, mais il est en train d'écrire un livre sur l'intelligence artificielle et il faisait un peu un tour de certains collaborateurs pour savoir comment les gens utilisent l'intelligence artificielle au quotidien. Et ça m'a donné envie d'en parler un peu avec toi aujourd'hui. Peut-être que je commencerai avec toi de dire, on parle des avancées, de ce qui se met en place dans le monde au niveau de l'intelligence artificielle, Jonathan. Mais il y a environ peut-être 4-5 mois de cela, on avait ouvert, toi et moi, on avait partagé nos écrans et on se disait, OK, comment qu'on utilise ChatGPT? On parlait des projets qu'on avait mis en place dans ChatGPT. Déjà, on a l'impression que c'était dans un autre siècle, littéralement, quand on parle de projets sur ChatGPT. C'est pour dire la vitesse que vont les choses. Et je me suis dit, bon, on est au 30 juin 2026. Aujourd'hui, on est au milieu de l'été. Il y a beaucoup de choses ou du moins, le début de l'été, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans l'intelligence artificielle. Comment, au 30 juin, l'IA aide les gens chez OpenMind? Quels sont les outils peut-être même que vous utilisez? Ça pourrait être un bon partage pour notre audience aujourd'hui. Absolument. Puis je serais curieux d'entendre de ton côté chez J7 qu'on puisse comparer. La manière qu'on a séparé un peu l'utilisation de l'IA dans l'entreprise chez OpenMind, c'est on a beaucoup de gens très techniques qui écrivent des lignes de code. Donc, on a une série d'outils pour ces gens-là très techniques. Puis, on a une autre série d'outils pour les gens qui font ce qu'on appelle en anglais du knowledge work, donc du travail de bureau un peu plus régulier. Fait que quand je dis travail de bureau, c'est les gens en marketing, les gens en vente, en finance, administration, HR, moi-même également, qui je suis un peu moins technique que notre gang extrêmement poussée là, sur des lignes de code. Du côté des gens qui écrivent des lignes de code, on utilise énormément l'écosystème d'Anthropic à l'heure actuelle avec Claude Code, qui, à chaque mois, plus qu'on avance avec ces outils-là, plus l'IA est capable de nous aider à écrire plus de lignes de code plus rapidement, plus efficacement, livrer plus. Mais c'est rendu à un niveau où ça va venir englober les services autour. Fait que tout ce qui est le UX UI, donc l'interface en tant que telle qu'on développe pour que ce soit beau, que ce soit utilisable, que ce soit bien fait. Comment bien écrire les spécifications pour les logiciels qu'on développe pour nos clients. Donc, l'ensemble du travail autour du technique commence à être extrêmement amplifié par les outils d'IA. Beaucoup dans Claude Code, mais beaucoup de nos gens qui tombent dans le knowledge work standard. Et l'outil de base qu'on utilise, c'est vraiment Cowork. Encore là, d'Anthropic. Il y a des équivalents là, comme Codex du côté d'OpenAI puis dans d'autres systèmes. Mais à l'heure actuelle, on est beaucoup basé sur l'écosystème d'Anthropic pour 2 raisons. Et là, c'est une opinion que je dépose. En même temps, vous pouvez critiquer mon opinion, mais à l'heure actuelle, on trouve que l'écosystème d'Anthropic a les 2 items requis pour aller chercher la pleine puissance. La première item, c'est un cerveau numérique extrêmement puissant. Donc, Opus 4.8 est extrêmement puissant. Ils nous ont donné accès à Fable 5, qui est la suite de Opus 4.8 pendant quelques jours, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que c'était tellement puissant qu'il fallait le mettre sur pause. Donc, on n'a toujours pas accès encore aujourd'hui pour un paquet de bonnes raisons qui pourraient faire un épisode de podcast en soi. Donc, premier item, c'est le cerveau numérique.
L'autre item qui est important, c'est ce qui vient entourer le cerveau numérique. Donc, l'application qui nous permet de bien interagir avec ce cerveau numérique-là. Donc, dans notre cas, nous, c'est Cowork d'Entropic. Je trouve que autant cette application-là que le cerveau numérique, Entropic, pour dans la majorité des cas d'usage de travail de bureau, a la plus grande force sur ces deux piliers-là au final. Si je parle à moi dans mon quotidien, je dirais à peu près 50% du temps que je suis devant l'ordinateur, j'ai mon Cowork d'ouvert et je vais continuellement travailler avec lui pour vraiment me propulser dans l'ensemble de mes tâches. Puis c'est extrêmement varié. Ça va aller de lire un contrat légal pour voir si c'est quelque chose qui fait pas de sens. Ça va aller de préparer un brief pour une rencontre. Ça va aller de automatiquement réussir à aller chercher les transcriptions des différents meetings que j'ai eus, donc les transcripts, pour les analyser puis voir est-ce qu'on est efficace dans cette rencontre-là, c'est quoi les to-do, c'est quoi les actions à prendre suite à cette rencontre-là, puis créer un fil conducteur d'une rencontre à l'autre. Donc, par exemple, ce matin, j'avais un suivi avec notre équipe de gestion TI, puis je me disais, bon, OK, qu'est-ce qu'on est supposé de voir dans cette rencontre-là? C'était quoi les décisions qu'on a prises la dernière rencontre et qu'est-ce que je devrais faire comme suivi aujourd'hui? Ben, je rentre dans mon cowork, je vais dans ma discussion pour mon suivi de ma gang de TI. Puis, en l'espace de 3 minutes, c'est comme si j'avais un assistant personnel qui se rappelait de tout ce qui s'est passé dans les dernières rencontres et qui me donne un overview, un résumé à haut niveau de voici ce qu'on a fait la dernière fois, voici ce que tu devrais poser comme question. Donc, 50% du temps, je dirais, devant l'ordinateur, c'est dans Cowork maintenant. À un point tel qu'on a commencé à utiliser un peu le terme qu'on voit dans l'écosystème d'intelligence artificielle qui est le super app. Donc, Cowork est un super app, une super application qui, je pense, on va de semaine en semaine, de mois en mois, de plus en plus passer par cette application-là pour être capable de faire notre travail. Et là, on est rendu à un point chez OpenMind où on est en train d'ouvrir les accès dans les différents systèmes. Donc, à partir de Cowork, on est capable d'aller chercher de l'info dans notre système de vente, notre CRM, dans notre système de facturation, dans notre système comptable, dans nos courriels, dans nos transcripts et d'avoir tout centralisé de A à Z à ce moment-là. On en est vraiment là d'utiliser beaucoup ce super app-là pour se connecter un petit peu partout dans l'écosystème puis accélérer le travail qu'on va venir faire de notre côté. Et à travers ça, vient un paquet d'autres automatisations autant dans cette super app-là que dans d'autres systèmes, soit par les skills, les compétences qu'on peut venir encapsuler là, dans un petit fichier texte ou par des automatisations comme dans N8N. C'est vraiment impressionnant parce que ça fait 3 mois qu'on a commencé à embarquer pas mal tout le monde dans notre écosystème chez OpenMind dans ces super apps-là, Cloud Code et Cowork. À peu près à chaque semaine, chaque 2 semaines, on fait une petite rencontre avec nos différentes cohortes qu'on élève les gens, puis on leur demande c'est quoi les cas d'utilisation que vous avez fait, les nouveaux cas. Puis c'est impressionnant à chaque semaine de voir les réflexes des gens, de ce qu'ils peuvent faire et le côté imaginatif qui vont les pousser à aller plus loin avec cette application-là. Et ça change vraiment le quotidien du travail. Moi, vous m'enlevez ça aujourd'hui, là. J'aime mieux prendre une pause d'une semaine à ce moment-là que de retourner à l'ancienne méthode au final. Il faut l'avoir essayé pour le comprendre. J'ai ma conjointe que je lui casse les oreilles avec le mot cowork 32 fois par jour depuis 3 mois, qui, en fin de semaine, elle avait un travail de réflexion stratégique à faire. Je dis, gars, on va s'installer dans Cowork, on va brainstormer avec, je vais te configurer comment ça fonctionne, puis après ça, tu partiras. Et là, ça fait 3 jours. Hier, j'y parlais, elle dit, hey, tu sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans Cowork, j'ai fait telle chose, que je pensais jamais qu'elle aurait trippé là-dessus au final. Ben, je savais qu'après l'avoir utilisé, probablement qu'elle tomberait en amour avec ça, mais elle avait une grande réticence. Et je pense qu'on a une autre fan finie de plus de Cowork aujourd'hui, une personne qui est zéro technique, qui regardait ça avec un œil, qui disait, hey, moi, là, je veux rien entendre, je veux rien savoir de ça. Et là, il y a eu un déclic, le aha moment de, oh wow, OK, c'est une bicyclette pour l'esprit. Alors qu'avant, on pouvait juste marcher puis courir. Là, on peut embarquer sur une bicyclette et même, je dirais, peut-être une fusée là, qui permet de nous amener beaucoup plus vite à destination avec moins d'efforts au final. Ouais, je veux juste faire une mention. Le podcast n'est pas commandité par Anthropic. Donc ça, c'est juste important de le mentionner aux gens qui nous écoutent parce que je pense que Jonathan est tombé en amour ici. Je veux juste mentionner, on n'est pas affilié, on n'est pas du tout affilié à Anthropic ici, mais oui, effectivement, c'est un outil extraordinaire. Je pense qu'il y a un point qui est important de mentionner, Jonathan, c'est que et ça, je le vois de plus en plus avec beaucoup de personnes. Des gains de productivité, c'est excessivement important. Sauf que rappelons-nous d'une chose, au moment où on se parle, l'intelligence artificielle, à la base, vient surtout nous aider dans une économie de temps, on pourrait le dire ainsi, c'est-à-dire déléguer des tâches qu'habituellement nous prenaient un certain temps à faire ou qu'on ne pouvait même pas faire. On le délègue à un agent, essentiellement. Toi, tu utilises Cowork. Je dirai un peu ce qu'on utilise chez J7 dans quelques minutes pour qu'on aille faire autre chose. La chose qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de faire croître notre entreprise. Et ça, je pense qu'il y a des gens en ce moment qui tombent un petit peu dans la surproductivité, mais qui oublient de faire croître des entreprises parce que c'est bon de tomber en économie de coûts ou en devenant plus productif, mais il faut que
productivité-là se transforme aussi en un gain à quelque part. Et ce gain à quelque part-là doit se retrouver spécifiquement, selon moi, en tant que croissance d'organisation. C'est-à-dire que si tu es capable de déléguer des choses qui te prennent un petit peu moins de temps, le temps maintenant que tu as, toi, en tant que contributeur individuel, en tant que fondateur d'entreprise, en tant que directeur du développement d'affaires, va le remettre pour développer l'organisation. Et ça, je pense que c'est un point que des fois, on peut potentiellement oublier. Ceci étant dit, c'est intéressant ce que tu mentionnes concernant Claude Code. Chez G7, c'est, écoute, un petit peu différent. Je pense qu'on pourrait dire, via proxy, on utilise Claude beaucoup, mais de manière différente, si je peux le dire ainsi. Donc, je l'avais dit sur des podcasts précédents, on est sur la suite Google chez G7. Et peut-être pour essayer de donner un petit peu plus de contexte à notre audience, notre organisation, je pense cette année, on va faire à peu près, je te dirais, entre 5,7 et 6,3 millions de chiffres d'affaires. Puis, j'ai aucun souci de mentionner des chiffres sur le podcast. Et on faisait moins de revenus considérablement l'année dernière et on avait peut-être 20% plus de gens. OK, je vais le dire aussi simplement que ça. Et comme on mentionnait, toi puis moi, juste avant le podcast, l'IA a le dos large. Donc, on pourrait rapidement dire maintenant, vous devez faire plus avec moins à cause de l'IA. Vous êtes capable de rendre vos gens hyper productifs, etc. Ce qui est vrai. Encore une fois, je ne dis pas le contraire. Mais je pense que ce que la base l'IA est venue faire, c'est nous donner tous un genre de coup de pied dans le derrière pour revoir globalement notre organisation dans son ensemble au niveau des départements et de tout ce qui se met en place. Et moi, d'une certaine manière, ce qui s'est déroulé dans les derniers 18 mois, je dirais, c'est que comme plein d'entreprises, j'ai eu des gens qui sont partis de l'entreprise et je me suis posé la question 2 fois avant de me dire, est-ce que je remplace ce rôle? Est-ce que j'ai besoin encore d'une nouvelle personne pour remplacer ce rôle ou on peut revoir un petit peu notre structure à l'interne? On est capable de travailler différemment. Est-ce qu'on est encore capable de ce type de rôle-là dans l'entreprise? Et ultimement, des fois, bien entendu, j'avais besoin de faire un remplacement 1 sur 1. Ça, c'était clair, net et précis. Mais d'autres fois, la réponse n'était pas autant évidente et s'en est suivi simplement des décisions de se dire, OK, on va essayer de regarder ce qu'on a à l'interne et on va faire avec ce qu'on a à l'interne. Le point que j'essaie de dire, c'est qu'avant même de dire comment qu'on utilise l'intelligence artificielle à l'interne, je pense que nous, de notre côté, ça nous a surtout permis de se botter les fesses et de se dire, analysons concrètement notre organisation. Et est-ce que globalement, même avant de parler d'IA, on peut être plus productif? Et on a eu, entre parenthèses, des possibilités de le faire avec des départs. Et ça, je le dis parce que ces départs-là ont même pas été forcés par J7. Ça a vraiment été des départs qui étaient de certains collègues. Donc ça, je pense que c'est un des points numéro 1 qui est intéressant à mentionner ici, c'est ça nous donne la possibilité de s'ouvrir les yeux et d'organiser notre organisation. Le deuxième point maintenant, par contre, là après, tu dois te dire, est-ce que tu es capable de donner davantage d'outils aux collègues qui restent dans ton entreprise pour également être plus productifs? Tu utilises Cowork, je l'ai mentionné plusieurs fois sur le podcast depuis environ 3 ans de cela. Maintenant, chez G7, on a fait une association avec une organisation qui se nomme Data Blaster, où est-ce qu'on est cofondateur à 50%, qui est essentiellement un outil qui aide les media buyers dans leur reporting pour faire des meilleurs rapports. Puis à travers le temps, on est tombé un petit peu dans la pilule de l'IA, puis on s'est intéressé à l'IA et on en a intégré dans nos produits. Et là, on commence à bâtir depuis environ 3-4 mois des agents qui nous aident à faire tout le travail de reporting qu'on a besoin de faire. Donc, qu'est-ce que ces agents font essentiellement? À l'intérieur même de Data Blaster, le matin, quand je me réveille et que je commence à travailler, je reçois de littéralement l'entièreté de mes comptes, une analyse complète de ce qui s'est déroulé pour chacun des comptes, des optimisations, des recommandations, des choses qui devraient être faites, des arrêts qu'on devrait faire sur certaines pubs, des arrêts qu'on devrait faire sur certaines campagnes. Je reçois d'autres notifications, que ce soit via un environnement Slack ou un environnement email, de nouvelles idées créatives qui devraient mettre en place, de mots-clés qui devraient être arrêtés ou qui devraient être testés sur certains comptes. Donc, c'est comme si on virait un petit peu le mal de place et on donnait la possibilité à un agent IA de ne pas terminer la réflexion. Et c'est là qui est intéressant de mentionner, je pense, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui pensent que l'agent IA va tout faire à votre place. L'agent IA débute la réflexion, vous donne un peu ce coup de pied dans le derrière et est capable de faire une tâche qui, des fois, vous n'auriez pas voulu commencer. Mais là, l'agent IA va la commencer pour vous et vous, votre travail, essentiellement, ou du moins c'est comme ça qu'on le voit chez G7, ça va être de terminer et de prendre une décision finale via l'information qui va vous avoir été donnée par cet agent qui souvent prend énormément de temps à mettre en place. Et ça, pour moi, c'est un gain de temps fou. C'est un gain de temps fou. Donc, ces outils-là qu'on a bâtis chez Data Blaster, qu'on intègre chez G7, nous aident vraiment dans notre quotidien. Et ça serait peut-être ça un petit peu pour terminer que je dirais qui est intéressant avec l'IA, c'est que de un, ça te donne la possibilité d'ouvrir les yeux sur ton entreprise, sur comment tu es capable de mieux la structurer, l'analyser, l'optimiser même, te poser les bonnes questions. Et deux, quand tu as été capable de le structurer de manière intelligente, est-ce que tu es capable de venir aider et de donner des outils à tes collègues par la suite pour là les rendre plus productifs pour que toi,
tu passes du temps à aller faire croître ton entreprise à la fin de la journée. Et là, la grosse question, c'est si on y va par attrition, est-ce qu'il faut préparer le terrain avant de s'assurer que les gens ont aient les bons outils? Parce que c'est un peu le dilemme, puis on a la même chose, nous autres, de notre côté. Il y a eu de l'attrition dans certains secteurs de l'entreprise, et là, on se pose la question, est-ce qu'on remplace, est-ce qu'on remplace pas? On se rend compte des fois, une nouvelle personne avec les bons outils capable de faire un résultat amplifié au final. Mais est-ce qu'on prépare ça avant qu'il y ait cette attrition-là, puis qu'on se rend compte que les gens, ils cherchent de quoi faire, puis là, on est obligé de couper? Ouais. Ou si on attend que la personne quitte et là, on commence à les équiper après, ben, ils disent, ben non, on est trop débordé, on n'a pas le temps d'assimiler ces outils-là. Donc, c'est cette fameuse mince ligne-là de quand est-ce qu'on vient équiper les équipes, à quelle vitesse, qui crée toujours, je pense, cette problématique-là. On préférait toujours que ce soit une attrition qui permette de diminuer le nombre d'effectifs, mais c'est très difficile de timer ça exactement au bon moment avec l'outillage IA puis le déploiement de ces outils-là. On fait une pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Présentement, vous faites face peut-être avec votre organisation à des défis, vous voulez plus de croissance, vous avez besoin de liquidité. Eh bien, plus souvent qu'autrement, on ne le sait pas, mais la liquidité fait partie de ce que le gouvernement peut nous offrir via des subventions. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que dirigeants d'entreprise, on n'a pas le temps de regarder ça. On ne sait pas exactement où donner de la tête et on n'a pas envie de remplir des documents qui sont tellement long. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire son travail. Si vous travaillez avec les experts de Hello Darwin, ils vont faire tout le travail pour vous. Ils vont remplir les formulaires, remplir les différents documents et aller les chercher, les subventions dont vous avez droit. Et ces subventions, par la suite, vous allez pouvoir les utiliser par la suite les liquidités et réinvestir dans votre croissance, dans la croissance de votre organisation. Si vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur leur service, vous avez simplement à aller au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Remplissez un formulaire, dites-leur que vous venez du podcast et vous allez obtenir un rabais en travaillant avec eux. Et par la suite, je vous le dis, vous allez être capable d'utiliser ces liquidités et réinvestir dans votre croissance d'entreprise. De retour à l'épisode en cours. Je pense que le point qui est important, par contre, à mentionner ici, c'est qu'il y a deux types d'attrition. Il y a de l'attrition qui est simplement logique et qu'on a tous, à un certain point, besoin de faire dans notre entreprise parce qu'on a pris la décision de peut-être vouloir être plus agressif sur un pari particulier, sur un nouveau service, sur un nouveau produit, sur un nouveau département. Donc, on est allé chercher plus de ressources qu'on en avait besoin et on espérait qu'avec ces ressources, sur une échéance de 6, 18, 24 mois, le pari soit bon et qu'on se dise, on a un retour sur investissement, maintenant on est capable d'aller plus loin avec ça. Malheureusement, comme beaucoup de gens vont écouter le podcast et qui sont en affaires, des fois, il y a des paris qui fonctionnent, des fois, il y a des paris qui fonctionnent pas. Et il y a beaucoup de paris, je vous le dis tout de suite, vous, en tant qu'entrepreneur, que vous avez certainement fait il y a 24 mois et que maintenant, aujourd'hui, vous pouvez réévaluer et l'IA vous donne un petit peu ce coup dans le derrière là parce que beaucoup d'entreprises le font. Et automatiquement, on se rend compte qu'on a le droit de le faire. Donc ça, je pense que c'est de l'attrition juste logique, que vous êtes capable de vous poser la question. L'attrition que tu parles, j'ai quasiment envie de te changer le mot ici, Jonathan, puis ça serait quasiment plus de l'amplification. Parce que si tu as besoin de te poser la question à savoir ici si on est prêt ou pas, bien déjà là, le jeu est un petit peu différent parce que tu vois ça comme un risque de ne pas remplacer ce rôle spécifique ici. Et si tu vois ça comme un risque, là, la discussion est tout autre. Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce qu'il y a les pour, il y a les contre? Et ça, pour moi, c'est une réflexion qui est un petit peu différente parce que eux qui sont beaucoup plus difficiles à savoir l'impact en termes d'attrition, les rôles que tu perdrais dans ton organisation, eux qui sont plus difficiles à définir, ces rôles-là, des fois, ultimement, tu es mieux peut-être de prendre un petit peu plus de temps et de te dire si tu es vraiment prêt, structuré à le faire. Je pense que le premier que je parle ici, lui, est même pas relié à l'IA. L'IA a plus été la personne qui a le dos large ici, qui t'a donné la possibilité de te poser des questions, chose qu'on aurait peut-être posé il y a 2-3 ans de cela. Ça bouge, effectivement. Je t'amènerais par contre peut-être, Antoine, sur 2-3 sujets qui pourraient peut-être tourner en question dans la tête des gens par rapport à l'IA dans nos organisations. Puis je serais curieux de voir aussi comment tu le fais de ton côté. Mais l'aspect coût et l'aspect sécurité, il y a beaucoup de choses qui changent présentement dans l'écosystème. Je pense qu'on va rentrer dans une zone de turbulence pour quelques semaines, quelques mois. Et je pense qu'il ne faudrait pas prendre des mauvaises décisions par rapport à ce qu'on entend autour. Et encore là, je vais déposer mon opinion par rapport à ça. Et ce n'est qu'une opinion et je vous invite à la challenger. Si vous voulez m'écrire sur LinkedIn, n'hésitez pas. La première chose que je veux apporter à la table, c'est le coût d'utilisation de l'IA. Présentement, il y a quelque chose qui se passe dans l'écosystème à l'heure actuelle. Beaucoup de grands fournisseurs, par exemple comme Microsoft, donnaient accès à l'IA d'une manière, un forfait mensuel. Et c'était pratiquement illimité les requêtes qu'on pouvait faire.
Depuis le 1er juin dernier, Microsoft a décidé de dire non, c'est terminé, entre autres pour les gens qui écrivent du code avec GitHub Copilot. Il y a beaucoup de gens qui abusaient pour un petit forfait à 30 $ par mois, étaient capables d'aller chercher 2-3 000 d'équivalent de sortie de consommation au final. Microsoft vient de dire, on met fin à ça, vous allez payer à l'usage. Et là, pas mal tout le monde est en train de transférer vers ce type de facturation-là, comme Cursor, entre autres, l'a fait il y a plusieurs trimestres de ça. Windsurf est en train de le faire également aussi. On le voit qu'Entropic fait la même chose. Il nous charge un montant par mois et après, on a une consommation maximale. Il nous charge à l'utilisation par la suite. Fait que je ne sais pas à date de ton côté, Antoine, au niveau de l'utilisation de l'IA dans ton entreprise, comment ça fonctionne à l'heure actuelle au niveau des licences et surveiller les coûts. Moi, je peux le dire, dans la mienne, présentement, c'est un bordel. C'est un royal bordel. Parce que de temps à autre, il faut changer l'écosystème. On était beaucoup dans OpenAI avant, on est rendu avec Anthropic présentement. Après ça, c'est de gérer qui utilise quoi, quand, comment, puis est-ce qu'ils utilisent bien l'IA pour pas dépenser des requêtes pour rien au final. Fait que ça fait que les factures montent. Mais de mon côté, à moi, si je le regarde en rétrospective, ça va probablement nous coûter 300 000 - 400 000 de tokens puis de licences IA cette année. Mais si je le regarde en quantité de coûts humains que ça nous aurait coûté pour avoir la même sortie, c'est peut-être l'équivalent de 10-15 personnes. Donc, le 300 000 - 400 000 a de l'air énorme, mais si on le met en salaire de gens potentiels, ben, ça devient un no-brainer, ça devient pratiquement une aubaine où c'est ce qui est requis pour amplifier nos humains au final. Fait que je sais pas de ton côté, Antoine, si c'est un petit peu la même problématique. Je sais que tu es beaucoup dans l'écosystème de Google, je pense. Je sais pas si c'est un super app que tu utilises parce que Google, présentement, n'a pas développé de super app outre Antigravity, qui est pas nécessairement un super app, mais plus une console de développement. Je serais curieux de voir comment ça fonctionne de ton côté à l'heure actuelle. Ben, la grosse distinction ici, puis je pense que c'est vraiment, vraiment important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui de comprendre, c'est que tu opères dans l'endroit où est-ce que l'IA est la plus utilisée au monde en ce moment, c'est dans le domaine du code. C'est-à-dire que il y a un endroit que l'IA s'est intégrée de manière simple, efficace et qui a rendu tout le monde 10 fois plus productif, c'est littéralement dans le domaine des développeurs, les codeurs. J'écoutais littéralement le CEO de Mistral la semaine dernière, le CEO également d'Anthropic, qui disent en ce moment que 100% du code à l'interne est fait via l'IA. Donc ça, c'est pour dire. Donc, par exemple, si je donne ça en comparaison, moi, 100% du travail en media buying ou 100% du travail en création chez G7 n'est pas fait avec l'IA. Donc, on n'est pas à cet endroit-là. Est-ce qu'on va y être dans 1 an? Est-ce qu'on va y être dans 2 ans? C'est des points d'interrogation ici, mais je pense qu'on n'est pas du tout là. Donc, c'est sûr et certain que toi, de ton côté, cette question de coût, de consommation, de structure est différente parce que tu as des coûts qui sont considérables, même si toute chose étant égale par ailleurs, si tu le compares avec une masse salariale de 10 personnes, ça reste un aubaine. Eh bien, moi, de mon côté, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai pas 30 000 $ de frais de token par mois. Maintenant, où vont nos frais de token et où est notre utilisation? Effectivement, dans l'environnement Google, où est-ce que Gemini est directement intégré avec Google Drive, intéressant pour certains aspects, créer des sheets, créer des PowerPoint automatiques, créer des documents internes qu'on pourrait utiliser de manière très, très simple. Ça consomme pas beaucoup et c'est intégré directement dans le forfait. L'endroit où est-ce que notre facturation monte un peu, c'est littéralement, on pourrait appeler dans notre économie circulaire, c'est dans notre utilisation de Data Blaster. Où est-ce que là, oui, on a des bills, entre parenthèses, qui sont plus élevés, mais qui restent très, très, je dirais, convenables pour la simple et bonne raison qu'on a bâti aussi Data Blaster pour ne pas utiliser les modèles frontières, les frontier models sur chaque requête qui est faite, parce que c'est là que ça devient simplement non abordable. Pour donner du contexte aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui comprennent pas nécessairement à quel point ça peut être cher bâtir un SaaS ou une application au-dessus d'un cloud. Sonnait le dernier Opus, je sais plus exactement c'est quoi le dernier modèle, bientôt ça va être Fable. Juste pour donner un peu de contexte, si vous faites une requête qui est moindrement complexe, on peut être quasiment à $1 de la requête. C'est pour juste situer les gens qui nous écoutent aujourd'hui à quel point que ça peut devenir cher. Faites maintenant le calcul de se dire si une application ou un SaaS veut offrir ça à ses clients, combien qu'on le charge. OK? Donc, c'est là, à partir de là, que en tant que quelqu'un qui bâtit une application, qui bâtit un logiciel, tu dois trouver une manière d'intégrer plusieurs modèles qui sont 5 à 10 fois moins chers, des fois, qui vont être capables de faire ces demandes-là sans nécessairement avoir besoin du modèle frontière, ce qui n'est pas tout le temps nécessairement à la mode. Pour un contributeur individuel, on veut la meilleure requête, mais dans un contexte de workflow et d'application, ça fait très, très bien la job. Et peut-être même que ça sera
un podcast qu'on pourra faire bientôt au niveau des modèles qui deviennent de plus en plus open source et qui sont de très, très haute qualité. Donc, bref, je donnais ce contexte pour dire que notre utilisation, ou plutôt nos coûts de tokens de manière mensuelle sont pas autant élevés que les tiens, loin de là. Et quand ils sont à être élevés, je préfère simplement de les investir dans notre logiciel interne. Ça nous permet d'avoir un petit peu un cercle vertueux qui se met en place, entre parenthèses, plus de revenus et bien entendu, plus d'apprentissage qu'on est capable de faire sur la plateforme, mais ça reste quand même des chiffres qui sont sensiblement insignifiants. Et c'est là que je fais progresser la discussion sur « Wow, je pense que c'est temporaire que ça nous coûte cher comme ça. » Je vous explique pourquoi c'est mon opinion. Je mets en parallèle ce qu'on voit dans les grandes entreprises à l'heure actuelle. Uber a brûlé son budget de token d'intelligence artificielle d'une année complète en 4 mois. OK? Juste pour vous donner une idée, ils mettent 1 500 $ par employé. Ils l'ont brûlé en 4 mois au lieu d'une année complète. Lindy, qui est une startup AI, expliquait qu'ils ont basculé 100% de son trafic de cloud vers DeepSeek, donc des modèles open source qui sont capables d'héberger en local puis d'économiser beaucoup. Et je pense qu'on va voir ça de plus en plus de partir. Tu sais, la seule chose qu'on connaît présentement en entreprise, c'est payer un forfait mensuel ou payer des tokens, payer une utilisation, un coût d'utilisation à l'utilisation parce que c'est dans le cloud. On est en train de vivre un retour en arrière où ce qu'on peut héberger en local, on-prem qu'on appelle, sur nos propres serveurs ou nos propres machines de l'intelligence artificielle et de router, donc dans le fond, faire un dispatching des demandes sur une infrastructure qui est locale. Et ça, je pense que ça va faire baisser beaucoup le coût d'utilisation. Et pour être capable de faire ça, il faut 2 choses. La première chose, c'est un cerveau numérique open source qui est à un niveau minimal acceptable. Personnellement, mon niveau minimal acceptable, là, c'est Opus 4.5 qui est sorti en novembre l'année passée, donc il y a 6 mois. Un équivalent d'Opus 4.5 en open source, moi je vous dis 80% de vos cas d'utilisation en entreprise peut être couvert par ce cerveau numérique-là si c'est un équivalent open source à la hauteur d'Opus 4.5. Et là, ce qui vient d'arriver, c'est que la semaine passée, on a vu un modèle open source sortir qui est sous les bancs d'essai à un niveau égal, sinon supérieur à Opus 4.5. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies de l'autre côté de la planète qui sont en train de, excusez-moi l'impression, mais siphonner l'intelligence qu'Anthropic et OpenAI ont fait pour entraîner des cerveaux numériques open source qu'on va pouvoir télécharger gratuitement et installer sur nos machines. Donc, le premier des 2 piliers, c'est avoir un cerveau numérique open source qui est assez fort au niveau acceptable. On en est là, sinon ça va être dans les prochaines journées, prochaines semaines. Après ça, c'est d'avoir accès à un équipement à un coût décent pour l'installer sur le coin de notre bureau, mettre le cerveau numérique là-dedans et transférer nos requêtes vers là. On commence à y arriver. NVIDIA a sorti son propre appareil, le Sparks. AMD arrive avec son propre appareil. Tout le monde est en train de se lancer là-dessus. Qu'on peut s'acheter un petit appareil qu'on va mettre sur le coin de notre bureau. Éventuellement, ça va être notre ordinateur ou notre téléphone mobile qui va être capable de faire tourner ces cerveaux numériques-là. Je pense qu'il nous reste un horizon de 6 à 12 mois maximum. Et j'ai vraiment l'opinion que 50% des cas d'utilisation qu'on fait en entreprise ne sera plus envoyé dans le cloud, ne sera plus envoyé dans une infrastructure qui nous charge à un coût quand même assez élevé. Puis ça va faire baisser drastiquement nos coûts d'utilisation. Et la bonne nouvelle, c'est que théoriquement, ça va aider aussi pour la sécurité et la confidentialité des données, le fait que ça ne sorte pas de nos systèmes, de nos infrastructures. Fait que je pense qu'on est vraiment juste dans un petit chaos temporaire de quelques mois que ça va coûter cher pour les cas d'utilisation. Puis après ça, on va revenir à quelque chose qui fait du sens. Même si aujourd'hui, on regarde combien ça nous coûte puis on le compare à combien ça nous coûterait en main-d'œuvre humaine, c'est déjà vraiment une aubaine. On va se ramasser, je pense, dans quelques mois, quelques trimestres avec encore un pourcentage de rabais appliqué supplémentaire là-dessus au final. On s'en va vers là, mais je pense que c'est vraiment inévitable. Puis, non, mais c'est intéressant. Puis je pense que c'est ce qui est dit, ce qui est fait par le plus en plus d'entreprises en ce moment, de se dire qu'ils vont le bâtir en local avec des modèles qui sont de très, très haute qualité, des modèles qui, plus souvent qu'autrement, sont des modèles chinois. Et le terme que tu utilisais, c'était on appelle ça en anglais distillation. Donc, essentiellement, un modèle se construit via un autre modèle en demandant à longueur de journée pendant des semaines et des semaines et des semaines toutes les requêtes, les demandes inimaginables à un modèle pour obtenir les réponses, pour ultimement bâtir son modèle basé sur les réponses qu'on a été capable d'obtenir. Et c'est comme ça que le modèle, essentiellement, est en train de se construire. Et il y a beaucoup de rumeurs, et peut-être même ce sont même plus des rumeurs, que ce sont des cas pratiques fondés qui montrent que la plupart des modèles chinois qui sont de très haute qualité, avancés, ont été bâtis et construits via de la distillation, comme tu viens de le mentionner. Donc ça, je pense que c'est un cas qui risque définitivement de se mettre en place. Veux-tu rajouter quelque chose, Jonathan, avant que je termine sur un autre point? Ou?
Oui, oui, parce que l'aspect de distillation est vraiment important. On l'entend, ce terme-là, au marché, puis c'est difficile à comprendre c'est quoi, mais pour vous donner vraiment une idée de ce qui se passe, là, Anthropic a déposé une lettre au Sénat américain le 10 juin passé pour accuser Alibaba et son laboratoire qui est Qwen. Vous allez voir des modèles des cerveaux numériques open source qui s'appellent Qwen en tant que tel. C'est dans les plus avancés présentement. Ils ont déposé une lettre au Sénat pour accuser Alibaba d'avoir mené 28,8 millions d'échanges avec Claude sur 25 000 faux comptes. Donc, des faux comptes qui ont été créés pour être capables d'aller tirer des réponses qui proviennent de Claude. Donc, entre le 22 avril et le 5 juin, pour faire la distillation. Donc là, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est plus le code source du cerveau numérique qui est important, mais c'est le résultat. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est poser plein de questions pour voir quel serait le résultat. Ils vont répliquer ce résultat-là par après, ce qui en fait un des plus gros vols d'intelligence artificielle connus au monde présentement, qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et pas mal toutes les grandes compagnies chinoises le font présentement au marché, mais ça, aux frais des grandes compagnies américaines. C'est le cas pratique de la Chine. Je veux dire, il n'y a pas de loi sur les copyrights en Chine. Donc, tu sais, c'est pas tellement nouveau pour eux, on pourrait le dire ainsi, de le voir comme ça. Nous, on peut penser que c'est quasiment non concurrentiel. C'est pas être bon joueur de faire ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir faire le cas là-dessus, mais pour eux, c'est quasiment normal. Là. Et c'est là que ma théorie, je reviens toujours on est toujours à 6 à 18 mois maximum en arrière avec les modèles open source. Dès qu'il y a un nouveau cerveau numérique qui sort, 6 à 18 mois plus tard, il va y avoir un équivalent open source qui va le faire, principalement à cause de cette technique-là de distillation. Il y a quelqu'un dans le monde qui va aller chercher les résultats par plusieurs millions de requêtes pour reproduire ces résultats-là dans un cerveau numérique open source. Et c'est exactement ce qu'on voit. Si on regarde les courbes là, des 3-4 dernières années, toujours un petit délai de 6 à 18 mois en arrière. Et là, c'est le cas présentement. On a vu Opus 4.5 sortir en novembre. Là, on commence à avoir les premiers signes 6 mois plus tard qu'il y a des cerveaux numériques qui sont égales, sinon supérieurs. Et ils ont utilisé la technique de vol, la distillation. Et nous, on va aller réutiliser ça par après. C'est un peu ironique au final. Là. Et peut-être juste pour terminer sur un point que je pense qui est important, j'en ai fait mention sur LinkedIn et je le redis. Ça peut sembler, c'est lourd. Suivre tout ce qui se déroule. C'est lourd, comprendre la construction des agents. Du moins, je parle peut-être pour moi. C'est peut-être un reminder de moi-même à moi-même ici. Je trouve ça lourd de tout faire ça. Mais ultimement, j'ai l'impression que c'est mon travail de le faire en tant que dirigeant de mon entreprise. C'est ton travail de le faire en tant que dirigeant de votre entreprise. Et c'est pas un genre de travail que vous pouvez vraiment déléguer pour le moment, ou du moins, vous pouvez le faire en collaboration avec d'autres gens dans votre entreprise qui sont curieux et qui sont très intéressants. Et c'est tellement important. Ça va tellement venir challenger votre culture à l'interne, ça va challenger vos méthodes de travail, ça va challenger vos prochaines embauches, ça va challenger vos prochains départs, ça va challenger essentiellement vos prochaines ruptures de collaboration avec des employés que vous avez à l'interne. Ça va remettre en cause énormément de choses. Avec tout ça en contexte, comment peut-on se tenir loin de ça? Comment peut-on? Parce que si on se tient loin de ça, il y a des gens qui recherchent les mêmes clients que vous, qui recherchent les mêmes employés que vous, qui, eux, vont se tenir le nez collé à ces outils, vont apprendre, vont trouver des manières de faire les choses plus vite, à un prix plus avantageux, et vont offrir le même service à ses clients, à ses employés, etc. Et c'est là que la compétition prend un pas d'avance sur vous. Donc, on fait ce podcast-là pour bien entendu, créer du contenu, bâtir une communauté avec vous. Je pense qu'on fait également ce podcast-là pour quasiment se tenir à jour aussi, Jonathan et moi, sur certains aspects. Mais je trouve le tout primordial. Je pense que je pourrais plus, moi, me sentir bien dans mon quotidien de faire mon travail si j'étais pas toujours en train de regarder c'est quoi les dernières tendances. Là. Je fais souvent l'analogie suivante. Quand on donne des conférences sur l'intelligence artificielle pour essayer d'éveiller les gens à l'importance, puis à ce que tu viens de dire, Antoine, entre autres, imaginez votre entreprise aujourd'hui là, en tant que président ou présidente ou personne d'importance dans l'entreprise et dites-vous si l'électricité n'existait pas, de quoi aurait l'air votre entreprise aujourd'hui sans l'électricité? Et dites-vous, cette différence-là que vous voyez sans ou avec électricité, ce que ça donne, eh bien, c'est la même chose de ce qui est en train d'arriver avec l'intelligence artificielle. Vous ne pourrez pas dire, je vais déléguer à quelqu'un en bas de dire, allez voir c'est quoi l'électricité puis de l'implanter dans mon entreprise. C'est trop transformationnel. 90% de votre entreprise n'existerait pas aujourd'hui si l'électricité n'était pas en place. C'est la même chose avec l'IA. C'est une super technologie qui est extrêmement transformationnelle dans l'ensemble de votre écosystème d'entreprise. Donc, c'est important d'y être curieux et d'y aller quand même avec une certaine intensité. Si vous êtes présentement
en mode de vous dire, hey, j'ai de la misère à suivre, c'est normal. Il n'y a personne, aucun être humain est capable de suivre la vitesse à laquelle ça va, c'est normal. Mais il faut quand même nager dans la bonne direction et garder un peu les oreilles ouvertes. Il faut itérer. Exactement, il faut itérer. Et on va se tromper en quelque part, c'est sûr et certain. Mais le coût de se tromper de temps à autre est moins cher que de rien faire. Exactement. Jonathan, toujours un plaisir. Donc, on va continuer comme ça. On va continuer de vous tenir à jour et de se tenir à jour sur l'IA, sur le monde des affaires en général. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hyper Croissance.